bonjour ou bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Sachez que j'apprécie énormément vos commentaires, même s'il s'agit de critiques, au contraire. Cela fait avancer. D'ailleurs, aujourd'hui, j'essaye de modifier un petit peu le son et de l'augmenter plus précisément pour qu'il ne soit pas en décalage avec certaines publicités, ce qui est extrêmement désagréable, je comprends très bien. J'exprime aussi mon regret de n'avoir pas été présente ces derniers jours. Pour raison de santé, vous l'aurez deviné. Mais ça va actuellement. J'essaierai de reprendre un bon rythme, ce qui représente une énorme satisfaction pour moi, et j'espère que ce sera à votre goût. Chers amis, on va commencer tout de suite avec une petite nouvelle d'Agatha Christie, du nom de Chant du cygne. Chapitre 1er. C'était à Londres, un matin de mai à 11 heures. Monsieur Cowan regardait par la fenêtre du salon, richement décoré de son appartement au Ritz. C'était celui qu'on avait réservé à Madame Paula Nazorkov, la fameuse chanteuse d'opéra, qui venait d'arriver dans la ville. Monsieur Cowan, son impresario, était là pour s'entretenir avec elle. Il tourna la tête au bruit d'une porte qui s'ouvrait. Ce n'était que Miss Reed, la secrétaire de Madame Nazorkov, une pâle jeune fille distinguée. « Oh, c'est vous, ma chère. Madame n'est pas encore levée ?» Miss Reed secoua la tête. « Elle m'a dit de venir à 10 heures. Cela fait 1 heure que j'attends. » Il ne manifestait ni mécontentement, ni surprise. M. Cowan était accoutumé aux extravagances de l'artiste. Il était grand, rasé de près, peut-être un peu trop gras, et de mise trop soigné. Ses cheveux étaient très noirs et ses dents d'une blancheur agressive. Sa façon de siffler les S était très proche du zézément. Une porte s'ouvrit à l'extrémité opposée de la pièce, livrant passage à une charmante petite Française. Madame serait-elle levée? S'enquit Cowan, plein d'espoir. Quelles sont les nouvelles, Élise? La jeune fille leva les 2 mains vers le ciel. Elle n'est pas à prendre avec des pincettes ce matin. Rien ne lui plaît. Ces merveilleuses roses jaunes que monsieur lui a envoyées hier soir, eh bien, elle a déclaré qu'elles convenaient à New York, mais qu'elles étaient grotesques à Londres. Ici, seules les roses rouges s'imposent. Elle les a jetées, et elles sont tombées sur la tête d'un monsieur très comme il faut. Il s'est fâché, ce qui est compréhensible. Cowan leva les sourcils, mais ne manifesta pas autrement ses sentiments. Puis il sortit un calepin de sa poche et y écrivit « Rose rouge ». Élise repartit aussi vite qu'elle était venue, et Cowan retourna à la fenêtre. Vera Reed s'installa derrière son bureau et se mit en devoir d'ouvrir le courrier. 10 minutes s'écoulèrent en silence, puis la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas, et Paula Nazorkov fit irruption dans le salon. Et brusquement la pièce parut plus petite, et Vera Reed plus insignifiante. Quant à Cowan, il attendait. « Ah, mes enfants, dit la prima donna, ne suis-je pas ponctuelle ?» Elle était grande, et elle n'avait pas l'embonpoint habituel des chanteuses. Ses bras et ses jambes étaient harmonieux, son cou fin, élégant. Ses cheveux étincelaient. Ils devaient, évidemment, leur couleur au henné. Mais l'effet n'en était pas moins saisissant. En dépit de la quarantaine bien sonnée, les traits de son visage étaient encore beaux. Mais de fines rides cernaient les yeux sombres, expressifs. Elle avait un rire d'enfant, un estomac d'autruche et un caractère de démon. Elle était considérée comme le plus grand soprano dramatique de son temps. Elle se tourna vers Cowan. « M'avez-vous obéi? Avez-vous jeté à la Tamise cet abominable piano anglais ?»« Oui, je l'ai remplacé, dit Cowan en désignant l'instrument dans un coin. La Nazorkov se jeta sur lui et en souleva le couvercle. « Un Erhardt, dit-elle. Oui, c'est mieux. Voyons cela. » Sa très belle voix s'éleva, détailla un arpège, tint une note haute et s'enfla pour se modérer aussitôt et sombrer dans le néant. « Ah, dit Paula Nazorkov, avec une ferveur naïve, que ma voix est belle, même à Londres. C'est la pure vérité, s'empressa de reconnaître Cowan. Et bientôt Londres sera à vos pieds, comme New York. Croyez-vous? En juger par le léger sourire qui errait sur ses lèvres, la question était de pure forme. C'est une certitude. Paula s'écarta du piano et vint s'arrêter près de la table. Maintenant, parlons affaires. Quel engagement avez-vous pris pour moi? Cowan sortit des papiers de la serviette qu'il avait posée sur la table. Rien de neuf. Vous chantez 5 fois au Covent Garden, 3 fois dans la Tosca, 2 fois dans Aïda. Aïda? Peuh! Dit la prima donna. Quelle barbe! La Tosca, c'est différent. Oui, la Tosca, c'est vous. Je suis la plus merveilleuse Tosca du monde. Il n'est personne pour vous égaler, même de loin. C'est Roscari qui est Scarpia? Oui, et Lippi, Émilie. Quoi?
s'écria Lana Zorkov. Lippi, cette hideuse petite grenouille. Je ne chanterai pas avec lui. Ou alors, je le mords, je le griffe. Allons, allons, dit Cowan conciliant. Il ne chante pas, je vous le répète. Il aboie, je dirais. Enfin, nous verrons. Il avait l'habitude. Cavaradossi, s'enquit Lana Zorkov. Un ténor américain, Hansdale. C'est un gentil petit garçon, il chante joliment. Barrère le remplacera un soir. C'est un artiste, dit-elle généreuse. Mais ce Lippi, je n'en veux pas, et je ne chanterai pas avec lui. Fiez-vous à moi. Il tout sauta et prit un autre papier. J'arrange un concert spécial au Albert Hall. Nazorkov fit une grimace. Je sais, dit Cowan. Mais c'est l'usage. On jouera à bureau fermé, dit la chanteuse, et je toucherai gros. Écho. Voici maintenant quelque chose de tout particulier, reprit Cowan. Une proposition de Lady Rustonbury. Elle veut vous avoir chez elle. Rustonbury? Elle fronçait les sourcils, semblait se souvenir. J'ai lu ce nom quelque part, il y a longtemps. C'est une ville, un village, je crois. Un gros bourg du Hertfordshire. Le château est très vieux, très féodal, avec toute la lyre, fantômes, portraits de famille, escaliers secrets et salle de théâtre. Lord Rustonbury roule sur l'or et donne souvent des fêtes. Sa femme propose un opéra complet, Butterfly de préférence. Butterfly? Ils sont prêts à payer cher. Il faudra s'arranger avec Covent Garden, bien sûr. Mais vous toucherez un cachet royal. Très bon pour la publicité, ça. De la réclame pour moi? Dit-elle avec un incommensurable mépris. Abondance de biens ne nuit jamais, dit Cowan. Rustonbury, murmura la chanteuse. Où donc ai-je... Elle courut à la table, se mit à feuilleter un illustré, puis s'immobilisa soudain. Après un silence qui fut très long, elle laissa retomber la revue sur la table et retourna lentement s'asseoir. Tout en elle avait changé, révélé une expression austère. Arrangez cela, dit-elle. Je chanterai, c'est entendu, mais à une condition. La Tosca et rien d'autre. Ce sera difficile, murmura Cowan. Les décors de la Tosca, sur une scène privée. J'ai dit la Tosca. Cowan parut brusquement convaincu et se leva. Je m'arrangerai, dit-il. Elle s'était levée, elle aussi, et semblait vouloir justifier sa décision. C'est mon grand rôle, Cowan. Personne ne m'y a jamais égalé. Oui, c'est bien, dit Cowan. Jeritza y a remporté un joli succès l'année dernière. Jeritza? S'écria-t-elle, rouge d'indignation. Et elle exposa longuement ce qu'elle pensait de Jeritza. Mais Cowan connaissait ses façons et ne l'écoutait plus. N'empêche qu'elle chante aussi Vici d'arte, couchée sur le ventre. Et pourquoi pas? Demanda Lana Zorkov. Moi, je chanterais bien couché sur le dos, avec les jambes en l'air. Cela ne déplairait à personne, dit Cowan, gardant son sérieux. Personne ne chante Vici d'arte comme moi, décréta Lana Zorkov. Je le chante avec la voix du couvent, ainsi que les bonnes sœurs me l'ont appris, il y a déjà bien longtemps, avec la voix d'un enfant de cœur ou d'un ange, impersonnel, pur, sans passion. Je sais, dit Cowan, s'animant un peu, vous êtes formidable. L'art, dit la prima donna, consiste à payer le prix, à souffrir, à tout endurer, pour acquérir le pouvoir de revenir en arrière, de reconquérir la beauté perdue du cœur d'un enfant. Cowan lui lança un regard curieux. Il voyait dans ses yeux une lueur étrange, qui le fit frissonner. Elle murmura quelques mots qu'il put tout juste entendre. Enfin, après toutes ces années. Chapitre 2. Lady Rustonbury alliait avec succès l'ambition au sens critique. Son mari, très indifférent sur ces deux points, la laissait libre d'agir à sa guise. C'était un gros homme sanguin, que seuls ses chevaux intéressaient dans la vie. Il admirait sa femme et se réjouissait d'être assez riche pour pouvoir lui passer ses fantaisies. La salle de théâtre du château avait été construite par son grand-père, au siècle précédent. C'était le jouet favori de Lady Rustonbury, qui y avait fait représenter un drame d'Ibsen, une pièce de l'école moderne, tout en divorce et en drogue, ainsi qu'une fantaisie poétique dans un cadre cubiste. Pour la représentation de la Tosca, dont l'annonce avait fait sensation, Lady Rustonbury avait convié tout le gratin de Londres. Madame Nazorkov et sa troupe étaient arrivés un peu avant le déjeuner. Hansdale, le jeune ténor américain, chanterait Cavaradossi et Roscani. Le célèbre baryton italien serait Scarpia. La dépense serait énorme, mais nul ne s'en souciait. Paula Nazorkov était de la meilleure humeur et se montrait charmante. Agréablement surpris, Cowan priait le ciel que cet état des choses durât. Le déjeuner fini,
La compagnie s'en fut au théâtre, inspecter les décors. L'orchestre était sous la direction de Samuel Rich, l'un des meilleurs chefs d'orchestre d'Angleterre. Tout semblait parfait, et chose curieuse, M. Cowan s'en inquiétait. C'est un peu trop beau pour durer, se dit-il. Les mines de chatte gourmande de la Nazorkov ne laissent présager rien de bon. Sa longue expérience des choses du théâtre avait dû développer en lui un sixième sens, infaillible. Car ce soir-là, vers 7 heures, Élise, la femme de chambre française, accourut très émue. Monsieur Cowan, vite, venez vite, je vous en prie. Que se passe-t-il fit Cowan, anxieux. Madame aurait-elle une de ses lubies? Je m'y attendais du reste. Non, non, monsieur, ce n'est pas madame, c'est le signor Roscari. Il est malade, il est mourant. Allons, vous exagérez. Conduisez-moi auprès de lui. Il suivit la femme de chambre affolée pour trouver le petit Italien au lit, tordu de convulsions qui, en toute autre occasion, auraient pu prêter au rire. Paula Nazorkov était penchée sur lui et reçut très mal Cowan. Enfin, c'est vous, c'est de votre faute. Notre petit Roscari souffre horriblement. Il a dû manger quelque chose qui ne lui convenait pas. Je meurs, gémit le malade. Ah, ces douleurs, c'est affreux. Oh. Il se tordait sur sa couche, les mains au ventre. Un médecin. Il nous faut un médecin, dit Cowan. Paula l'arrêta d'un geste. Il est en route et fera certainement tout ce qu'il pourra pour soulager notre pauvre ami. Mais il n'est pas question que Roscari chante ce soir. Jamais, jamais plus je ne chanterai. Je meurs, gémit l'Italien. Mais non, dit Paula, c'est une simple indigestion. Mais de toute façon, vous serez incapable de monter en scène. On a voulu m'empoisonner. C'est la ptomaïne, sans aucun doute, assura Paula. Restez auprès de lui, Élise, jusqu'à l'arrivée du médecin. Elle entraîna Cowan au dehors. Qu'allons-nous faire? Cowan secoua la tête. Il était trop tard pour faire venir de Londres un chanteur capable de remplacer Roscari. Lady Rostenbury, qu'on venait de prévenir, vint les rejoindre. À l'exemple de Paula Nazorkov, elle ne pensait qu'au succès de la Tosca. Et personne en main pour le remplacer, gémit la chanteuse. Lady Rostenbury poussa un cri. Ah, j'y pense, bien sûr. Bréon. Bréon? Mais oui, Édouard Bréon. Vous savez bien, le célèbre baryton français. Il est notre voisin. Country's Houses a fait paraître une photo de sa maison dans son numéro de cette semaine. C'est lui qu'il nous faut. Le ciel nous protège, s'écria Nazorkov, extasié. Bréon en Scarpia? Je me souviens très bien de lui. C'était un des plus grands rôles. Mais il est à la retraite. Je vais l'en tirer, assura Lady Austenbury. Comptez sur moi. 10 minutes plus tard, la Thébaïde campagnarde d'Édouard Bréon était envahie par une comtesse fébrile. Une fois sa décision prise, Lady Austenbury était une femme très déterminée, et M. Bréon comprit très vite qu'il lui fallait se soumettre. D'ailleurs, il faut bien l'avouer, il avait un faible pour les nobles comtesses. Lui-même, d'origine très humble, avait gravi échelon par échelon l'échelle sociale, et il éprouvait une joie profonde à traiter de père en compagnon avec duc et prince. Sa retraite dans un coin perdu d'Angleterre l'avait quelque peu déçu. Les applaudissements des foules lui manquaient, ainsi que l'adulation de son public. La gentry locale ne le reconnaissait pas à sa juste valeur, et la requête de Lady Rostenbury fut un baume pour son cœur ulcéré. « Je ferai de mon mieux, dit-il avec un sourire. Il y a longtemps déjà que je n'ai chanté en public. Je ne prends pas d'élèves s'il en par faveur, mais dans le cas présent, l'indisposition de Signor Roscani, si déplorable. C'est un coup terrible, dit Lady Rostenbury. Non qu'il soit vraiment un chanteur, dit Bréon. Il s'employa quelques minutes à le lui prouver. Depuis la retraite d'Édouard Bréon, il n'avait pas été sur la scène de baryton de distinction. Madame Nazorkov chantera la Tosca, dit Lady Rostenbury. Vous la connaissez sans doute. Pas personnellement, dit Bréon. Je l'ai entendue chanter une fois à New York. C'est une grande artiste. Elle a le sens du drame. Lady Rostenbury se sentit soulagée. Avec ces artistes, on ne sait jamais. Il était entre eux des jalousies et des antipathies si étranges. Elle rentra au château triomphante. « Je l'ai !» s'écria-t-elle de loin. « Il s'est montré très aimable. Je m'en souviendrai toute ma vie. » On entoura le Français. On lui exprima gratitude et respect. En dépit de la soixantaine, Édouard Bréon était encore très bien et savait gagner les cœurs. « Un instant, dit Lady Austenbury. « Où est madame ?»« Ah, la voici. » Paula Nazorkov ne s'était pas dérangée pour saluer le baryton. Elle était restée assise sur une chaise au haut dossier, à l'ombre de la cheminée. On n'y avait pas fait de feu, car la chaleur était intense et la chanteuse s'éventait doucement d'une immense palme. Elle se montrait si distante qu'un instant,
Lady Rustenbury la crut fâchée. Elle vint lui présenter Bréon. Après un dernier coup d'éventail, Paula Nazorkov le reposa lentement et tendit la main au Français. Celui-ci s'inclina très bas sur elle, et un faible soupir échappa aux lèvres de la prima donna. « Madame, dit Bréon, nous n'avons jamais chanté ensemble. Il faut en accuser mon âge. Mais enfin le destin me sourit et me sauve. Vous êtes trop bon, monsieur, dit Paula souriante. Quand je n'étais encore qu'une petite chanteuse insignifiante, je n'aurais pu que m'asseoir à vos pieds. Votre Rigoletto, quel art, quelle perfection. Nul n'a pu y atteindre que vous. Hélas, dit Bréon, simulant un soupir. Mes beaux jours sont passés. Scarpia, Rigoletto, Radam, Sharpless, que de fois je les ai chantés, et maintenant, je ne suis plus rien. Si, ce soir. C'est vrai, madame, je l'oubliais, ce soir. Vous avez chanté avec beaucoup de Tosca, dit la Nazorkov arrogante. Mais jamais avec moi. J'en saurais apprécier l'honneur, madame, dit Bréon d'un air pénétré. Ce rôle exige une actrice doublée d'une chanteuse, fit remarquer Lady Rustenbury. C'est très vrai, dit Bréon. Je me souviens alors que j'étais très jeune, en Italie, d'être entré par hasard dans un petit théâtre de quartier à Milan. Ma place ne me coûta que 2 livres, mais j'entendis cette nuit-là une voix digne du Metropolitan de New York. Une très jeune fille chantait la Tosca comme un ange. Je n'oublierai jamais sa voix dans Vici d'arte. Cette clarté, cette pureté. Mais il lui manquait la force dramatique. La Nazorkov inclina la tête. Cela vient plus tard, dit-elle, la voix contenue. C'est exact. Cette jeune fille, Bianca Capelli, je me suis par la suite intéressé à sa carrière. C'est grâce à moi qu'elle s'est fait connaître. Mais elle n'a pas su en profiter, elle a gâché sa carrière stupidement. Il haussa les épaules. Comment cela? La question venait de Blanche Amery, la fille de Lady Rustenbury, jeune personne de 24 ans, élancée et gracieuse, aux grands yeux bleus. Déjà le Français se tournait vers elle poliment. Figurez-vous qu'elle s'est compromise avec un individu de basse classe, des plus suspects. Il a eu des démêlés avec la justice, fut condamné à mort. Bianca Capelli vint me supplier d'intervenir en faveur de son amant. Qu'avez-vous fait demanda Blanche Amery haletante. Moi, mademoiselle? Que vouliez-vous que je fisse? Un pays étranger. Vous deviez pourtant y avoir quelques influences, dit la Nazorkov de sa voix chaude. En admettant même que j'en eus, je ne m'en serais pas servi. L'homme n'en valait pas la peine. Quant à elle, j'avais déjà fait ce que j'avais pu. Il eut un mince sourire et la jeune Anglaise, le surprenant, ne put s'empêcher de le juger très réticent. Elle réprima un frisson. Vous avez fait ce que vous avez pu, dit la Nazorkov. C'était fort bien de votre part. Et je veux croire qu'elle vous a été reconnaissante. L'homme a été exécuté, dit le Français avec un haussement d'épaule. Et la fille est rentrée au couvent. Le monde a perdu une chanteuse. Nous autres Russes, nous sommes plus volages, dit la Nazorkov. Blanche Amery vit passer sur le visage de Cohan une expression d'étonnement. Il fit mine de parler, mais un coup d'œil de Paula lui fit refermer la bouche. Le maître d'hôtel parut sur le seuil de la grande porte. Le dîner, dit Lady Rustenbury en se levant. Comme je vous plains tous les deux de devoir jeûner avant de chanter, mais je vous promets un excellent souper après. Nous voulons l'espérer, dit Paula Nazorkov avec un petit rire. Après. Chapitre 3. Le premier acte de la Tosca venait de se terminer. L'assistance s'ébrouait. Les conversations reprenaient. Les membres de la famille royale qui avaient pris place sur 3 chaises de velours au premier rang semblaient très satisfaits. Dans la salle, on échangeait, à voix basse, ses impressions. On jugeait généralement que la Nazorkov n'avait fait que soutenir sa grande réputation. Une faible partie de l'assistance était seule à comprendre qu'en cela même la chanteuse avait montré tout son art. Elle avait ménagé sa voix et ses forces. Elle avait fait de la Tosca un personnage léger, frivole, jouant avec l'amour, coquettement jaloux et exigeant. Bréon, bien que n'étant plus dans toute la gloire de sa voix, avait magnifiquement esquissé un Scarpia cynique, sans toutefois le présenter sous les traits du roué. Tout au plus avait-il laissé deviner sa malveillance subtile. Dans le dernier passage, avec l'orgue et la procession, quand Scarpia, debout, se perd dans sa pensée, récapitule le plan qui lui permettra de conquérir la Tosca. Il avait fait preuve d'un art admirable, mais déjà le rideau se relevait sur le sous-contact. La scène dans les appartements de Scarpia. Cette fois, à l'entrée de la Tosca, la Nazorkov montra tout son talent. Elle fut la femme affolée jouant son rôle avec l'assurance d'une actrice consommée. Son salut aisé à Scarpia, sa nonchalance
voulu, ses répliques souriantes. Dans cette scène, elle joua avec ses yeux, qui seuls parlaient, dans son visage à la fois impassible et souriant. Seuls ses regards trahissaient ses vrais sentiments. Et l'histoire de se poursuivre, la scène de la torture, l'effondrement de la Tosca, son abandon total quand elle se jette aux pieds de Scarpia, lui décrit par les détails, les préparatifs. On dresse la potence, puis c'est le silence, lourd, que rompt par instants le roulement des tambours. Écroulé sur le divan, sa tête touchant presque le sol, et que masquent ses cheveux. Puis contraste intense avec la passion et la douleur des dernières 20 minutes. Sa voix s'élève haute et claire. Cette voix, ainsi qu'elle l'avait dit à Cowan, d'un enfant de cœur ou d'un ange. C'était la voix d'un enfant plein d'innocence et d'étonnement. Puis, une fois de plus, elle implore à genoux jusqu'au moment de l'entrée de Spoletta. La Tosca épuisée consent, et Scarpia prononce ces mots fatals, à double sens. Spoletta sort. Enfin, c'est l'instant dramatique où la Tosca, levant un verre de vin, dans sa main tremblante, voit le couteau sur la table, s'en empare et le cache dans son dos. Bréon se lève, très beau, enflammé de passion. Tosca, finalement mia. Prompt comme l'éclair, le coup de poignard et le sifflement des paroles de vengeance de la Tosca. Questo è il bacio di Tosca. La Nazorkov s'était surpassée, cette dernière imprécation, Miore donate, puis d'une voix étrangement calme qui avait empli de théâtre. Orgli perdono. Et ce fut le doux chant de la mort, tandis que la Tosca dispose le corps, l'encadre de siège, place le crucifix sur sa poitrine. Un dernier arrêt sur le seuil, un coup d'œil en arrière, un roulement de tambour et la chute du rideau. Cette fois, ce fut l'enthousiasme dans l'assistance, mais il fut de courte durée. Quelqu'un sortit en courant des coulisses, vint parler à l'oreille de Lord Rostenbury, qui se leva et fit un signe à Sir Donald Calthorpe, un médecin connu. La nouvelle se répandit très vite. Il y avait eu un accident, un blessé grave. L'un des chanteurs parut devant le rideau et expliqua que M. Bréon avait eu un accident, que la représentation ne pouvait continuer. Puis on sut que M. Bréon avait reçu un coup de poignard, la Nazorkov avait perdu la tête. C'était si bien incarné dans son rôle qu'elle avait poignardé son partenaire. Lord Leconmer, parlant à l'ambassadeur son voisin, sentit une main se poser sur son épaule et se retourna. C'était Blanche Amery. Ce n'est pas un accident, dit la jeune fille, j'en suis sûre. L'avez-vous entendu conter l'histoire de cette jeune fille en Italie, avant le dîner? Cette Bianca, c'était elle. Et quand elle s'est prétendue russe, j'ai vu la surprise de M. Cowan. Ma chère Blanche, qu'allez-vous imaginer? Dit Lord Connemere. J'en suis sûr, vous dis-je. Sur la table, dans sa chambre, il y avait une revue ouverte, à la page, montrant M. Bréon, dans sa maison de campagne. Elle a tout combiné. C'est elle qui a provoqué l'indisposition du pauvre petit Italien. Mais pourquoi? S'écria Lord Leconmer. Pourquoi? Vous ne le voyez pas? C'est l'histoire de la Tosca. Il la voulait en Italie. Mais elle est restée fidèle à son amant. Celui-ci est condamné à mort. Elle a imploré l'appui de Bréon, qui a prétendu agir mais n'a rien fait. Elle s'est vengée. L'avez-vous entendu siffler « Je suis la Tosca » Et j'ai lu sur le visage de Bréon qu'il la reconnaissait. Dans sa loge, Paula Nazorkov attendait, immobile, drapée dans son manteau d'hermine. On frappa à sa porte. Entrez. Élise parut sanglotante. Madame, madame, il est mort et... Oui. Madame, comment vous dire, il y a 2 policiers qui veulent vous parler. J'y vais, dit très simplement Paula Nazorkov en se levant. Elle détacha son collier de perles et le mit dans la main que, machinalement, la femme de chambre lui tendait. Voici pour vous, Élise. Vous m'avez fidèlement servi. Et là où je vais, je n'aurai plus besoin de cela. Jamais plus je ne chanterai la Tosca. À la porte, elle s'arrêta, jeta un regard par-dessus son épaule, comme pour dire au revoir une dernière fois, aux 30 années de sa carrière. Puis elle murmura les derniers mots d'un autre opéra, et finit à la commedia. Fin. J'espère que l'histoire vous a plu. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une autre histoire. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.